Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. C'est un honneur pour nous de vous faire cette interview. Non, merci à vous. Oui, merci beaucoup. La CEDEAO, désormais, a 50 ans et nous sommes à l'heure du bilan. Parlons du bilan économique. Vous, en tant que spécialiste en matière d'économie, quelles sont les analyses que vous faites et comment pourrons-nous faire pour progresser? Alors d'abord, la CEDEAO est un ensemble de pays qui aujourd'hui, en Afrique, a la croissance la plus élevée. Par ailleurs, l'autre chose qui est importante, c'est que longtemps, l'Asie de l'Est et beaucoup la Chine a tiré la croissance du monde. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Chine va un tout petit peu moins vite en croissance économique et un certain nombre d'autres pays deviennent très importants. L'Inde, par exemple, le Vietnam, par exemple, et plusieurs ensembles en Afrique. Et les deux ensembles en Afrique qui sont les plus dynamiques sont l'ECA, donc Kenya, Tanzanie, Ouganda et Rwanda, et c'est la CEDEAO. Donc il faut déjà lui rendre cet hommage d'être un ensemble de plus en plus compact et un petit peu la préfiguration de la grande zone de libre-échange qu'on voudrait pour toute l'Afrique et qui va se mettre en place, qui est ratifiée maintenant par la majorité et qui va être effectivement la plus grande par la taille des zones de libre-échange dans le monde. Plus grande que celle de l'Union européenne ou du Mercosur, par exemple, en Amérique latine. Donc, on a décollé. Si votre question, c'est comment on peut faire pour décoller, heureusement, on a décollé. Évidemment, on peut faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, on a encore des inégalités. On a des pays dans la CEDEAO qui ont plus de $3 000 de revenus par tête. Il y en a qui ont moins de 1 000. Donc on a encore ce problème. On a des problèmes de paix et de sécurité, à l'évidence. On n'est pas les seuls en Afrique à avoir des problèmes de paix et de sécurité. Mais c'est vrai que plus encore que du djihadisme, on a des problèmes de grand banditisme en réalité, mais qui affectent plusieurs de nos pays de la CEDEAO. Donc on peut effectivement, probablement avoir une dimension de coopération de défense, de paix et sécurité, qui fait partie de la mission, mais qui devrait être beaucoup plus active, probablement, étant donné le danger. Mais d'un point de vue économique, elle nous apporte deux choses. C'est la liberté des personnes de s'installer dans les pays et d'autre part, la liberté des entreprises et des flux de capitaux à l'intérieur. Ce qui est déjà l'élément essentiel pour avoir un marché commun. Et avoir un marché commun, c'est très important parce que si l'Afrique a un problème, si vous voulez, c'est vraiment sa fragmentation. On a 1,4 milliard d'Africains comme on a 1,4 milliard d'Indiens. Mais dans l'Union indienne, il n'y a pas une fragmentation de 54 pays. Donc le regroupement régional est fondamental parce que on a besoin d'attirer les capitaux à la fois nationaux de la diaspora ou de l'étranger. Et pour ça, on a besoin d'être un marché de la bonne taille. On a encore beaucoup à faire là-dessus parce que bien que ce soit la règle, par exemple, qu'il n'y ait aucun droit de douane à l'intérieur de la CEDEAO si on a 51% ou 50,1% de valeur ajoutée dans la CEDEAO, il y a encore beaucoup de pays protectionnistes qui ont des interdits sur un certain nombre de secteurs. Donc on a encore beaucoup de travail. Mais sur le principe, la CEDEAO est indispensable. Alors, c'est indispensable, mais pour des raisons politiques, il y a aussi des départs. D'accord. Est-ce que vous êtes en train de prédire alors un lendemain meilleur sur le plan économique pour la CEDEAO? Non, mais la CEDEAO est bien partie
et elle peut aller beaucoup plus loin. Simplement, il y a eu probablement un petit excès dans l'interprétation de ces missions, et c'est vrai qu'en appliquant des sanctions qui ont été rejetées ou qui ont été considérées comme inhumaines, elle a perdu récemment des membres, L'AES, notamment l'AES, et donc à l'évidence il y a un travail de réforme à faire pour être bien clair sur les missions, qu'elles soient de plus en plus économiques et peut-être un petit peu moins en matière politique. Probablement ça c'est souhaitable. Mais en tout cas économiquement c'est indispensable. Et d'ailleurs vous relèverez que les pays qui ont quitté la CEDEAO sont en train de négocier avec la CEDEAO pour garder le bénéfice de la liberté des circulations de capitaux, d'entreprises, de marchandises et de personnes. Donc ça veut bien dire d'une certaine manière que c'est bien reconnu que c'est un ensemble économique indispensable. un mot sur votre communication. Le thème c'est est-ce que les francophones sont solidaires pour se développer? Est-ce qu'on peut attirer des capitaux vers l'Afrique francophone qui viendraient aussi bien de la Suisse, de la Belgique, du Québec, et enfin, il y a 93 pays qui font partie de l'univers francophone. Et certains, par exemple en Asie, le Cambodge, le Vietnam, sont de plus en plus intéressés aux pays africains. Le Vietnam est devenu un partenaire assez important en matière d'agro-industrie, par exemple, en matière de télécom, en matière d'énergie. Bon. Donc, est-ce qu'on peut renforcer est-ce qu'on peut renforcer cette coopération? La réponse est oui, et notamment dans les nouvelles industries, les nouvelles activités tertiaires. Parce que si vous prenez l'intelligence artificielle, si vous prenez le numérique, si vous prenez tout ce qui est lié à la recherche, tout ce qui est lié à la connaissance, le fait d'avoir la même langue, c'est une chose utile. D'autre part, vous avez dans les contrats que vous passez entre les entreprises, un grand avantage à penser avec les mêmes concepts dans la même langue. Mais il se trouve quand même qu'il faut dire que les lusophones sont beaucoup plus solidaires entre eux. Vous voyez le Brésil partout, en Angola, en Guinée-Bissau, Mozambique. Vous voyez les anglo-saxons très solidaires. Vous les voyez partout, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, etc. Et c'est vrai que les francophones n'étaient pas les plus solidaires. Et donc, ce que fait, avec beaucoup de talent, Madame Mushikiwabo, la secrétaire générale, et qui a été longtemps, pendant 10 ans, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, le Rwanda étant quand même un peu un modèle de croissance et de développement et de rigueur et de réforme, ce qu'elle fait, c'est de dépasser le rôle linguistique et culturel, même si la culture peut créer beaucoup d'emplois parce qu'il y a de plus en plus de consommation culturelle dans le continent et de plus en plus de production culturelle. Enfin, dépasser le linguistique et rentrer vraiment dans l'économique. Et cette visite, elle est intéressante pour le Bénin parce qu'elle fait hommage au Bénin. Parce que, en réalité, les pays sont en concurrence pour savoir s'ils vont accueillir des missions économiques. Et là, il y a 300 entreprises impliquées, il y a 122 entreprises étrangères qui viennent au Bénin. Et pourquoi? Parce qu'on a été sélectionné comme un pays dynamique, un pays qui est désormais sur la carte, un pays de réforme, un pays de croissance. On vient de faire une des croissances les plus fortes au monde, 7,4% en 2024. C'est tout le peuple béninois qui le réalise, c'est pas simplement une équipe dirigeante, c'est tout le pays qui est engagé là-dedans, c'est tous ses talents, c'est sa jeunesse, c'est ses femmes, c'est aussi bien les industries où on est créatif que les industries de transformation de nos matières premières. Enfin,
C'est vraiment un effort collectif que je salue, mais ce qui est plus important, c'est que les centaines de gens qui viennent aujourd'hui pour regarder s'ils peuvent créer et investir dans ce pays reconnaissent que ce pays est sur la carte. Voilà, donc c'est un hommage, un ménage au Bénin. Merci beaucoup, M. Brunet.